Au XVIIIe siècle, on prend conscience qu'en agissant sur la ville ordinaire, on pourrait améliorer les conditions de vie et d'hygiène des habitants. La ville ancienne et moyenâgeuse est jugée dépassée et insalubre par les édiles de l'époque. On parle alors d'embellissement des villes. L'évolution de la ville doit être soumise à une pensée. Par exemple, les plans d'embellissement et d'extension de Lyon sont imaginés durant la seconde moitié du XVIIIe siècle pour le sud de la presqu'île et la rive gauche du Rhône. La société va ensuite se métamorphoser avec la Révolution française et la Révolution industrielle. On passe d'un monde à dominante rurale et artisanale à une société commerciale et industrielle. Et durant le XIXe siècle, les villes vont s'adapter à ces changements de deux manières, par leur extension et par le renouvellement de leur centre historique. Ces transformations se basent sur des principes communs, le dessin de larges rues et boulevards pour absorber une circulation en constant accroissement et pour favoriser les échanges et le commerce. Cela doit permettre également une meilleure circulation de l'air, le bon ensoleillement des logements pour améliorer les conditions de vie et lutter contre les épidémies. On assiste alors à la naissance d'un paysage urbain réglé, issu d'une pensée rationnelle et économique. Économique car ce sont des mécanismes d'emprunt et d'investissement et de spéculation qui permettent de moderniser la ville en profondeur. Rationnel car l'architecture qui caractérise cette époque propose des codes à respecter qui sont en quelque sorte les prémices de nos règlements d'urbanisme actuels. Ces principes ont généré un paysage bâti très homogène et très pérenne dans le temps. Cette forme urbaine va remodeler par exemple la presqu'île de Lyon, bâtir la rive gauche du Rhône et bien entendu transformer en profondeur la ville de Paris. Construire aujourd'hui dans ces tissus urbains, c'est accepter de concevoir dans un modèle préétabli, dans lequel substituer un bâti par un autre ne doit pas modifier la perception globale de ces quartiers. Nous, on est des amoureux des sites. En fait. Donc le site, c'est pour nous la matière première du projet. Le contexte d'Hôtel de Nice, c'est assez simple. Il y a la ville ancienne qui existe et puis il y a eu cette coupure du centre d'échange. Et le projet se trouve à la limite entre les deux. Donc notre vision a été, bien entendu, de continuer la ville ancienne. Forcément, le centre d'échange, ça veut dire l'autoroute également. L'autoroute passe donc très proche du bâtiment. Et donc, ce que l'on a essayé de faire, c'est de prolonger l'écriture, les dispositifs de la ville ancienne, la ville historique, tout en répondant à la contrainte acoustique de l'autoroute. Donc, on a mis en place un système assez connu de la double fenêtre qui permet de se protéger du bruit et de faire également un tampon thermique pas inintéressant pour l'ensemble du projet. Ce tampon thermique permet aussi d'agrandir les fenêtres, puisqu'il y en a deux, donc on peut avoir plus de surface vitrée, qui est une manière de répondre à cette contrainte du bruit et de la pollution de l'autoroute. Chaque projet est unique, chaque projet est singulier, et la matière fait partie de cette singularité. Mais au-delà de la matière, j'aime bien cette expression suisse qui parle du projet juste. Un projet juste, ça veut dire un projet qui est juste dans son programme, sa densité, ses proportions, son rapport au site, topographique également, économique, etc. Donc la matérialité fait partie de ces données-là entièrement, et elle nous intéresse, mais au même titre que tous ces éléments-là. La matière, le matériau du projet, il est aussi extrêmement lié à son programme et à sa structure. Donc on ne peut pas utiliser un matériau le même pour des programmes ou des portées qui ne sont pas les mêmes. Donc la matérialité nous intéresse, la matière nous intéresse, dans le sens où c'est une ressource locale qui est proche du site et qui se comporte bien avec le climat et avec l'aspect, les tonalités de ce qui se passe autour. Et la parcelle se situe dans le 18e arrondissement de Paris, dans un quartier relativement dense qui est à la croisée de trois rues. La rue Pajol, la rue Philippe de Girard
et la rue du Département. C'est 3 rues qui sont situées entre les voies de chemin de fer de la gare du Nord et de la gare de l'Est. Le site se caractérise à la fois par un contexte urbain relativement ordinaire, de par un tissu bâti relativement homogène, essentiellement composé de logements et de constructions minérales aux gabarits réglés et assez réguliers, et à la fois par une situation urbaine plutôt singulière, du fait de plusieurs spécificités. Sa première spécificité, ce serait déjà sa taille. C'est une petite parcelle d'environ 260 mètres carrés en forme de trapèze, étirée presque en triangle du fait de son implantation en proue d'îlot au croisement de ces 3 voies. Situation singulière aussi du fait de son exposition inédite. Ces 3 façades qui sont orientées est, sud et ouest, sans aucun vis-à-vis. Et enfin, une situation singulière du fait de la très forte visibilité du site, du fait d'une part de sa position en proue d'îlot, mais également accentuée par les espaces publics qui lui font face et qui confèrent au site un statut de fond de scène qui rend en fait le projet visible depuis les quais du métro La Chapelle. Le programme du maître d'ouvrage consistait en la construction de 16 logements, ce qui, du fait des contraintes du PLU parisien, engendrait une répartition de 3 appartements par étage. Le principal parti pris du projet a été de ne pas dédier la situation privilégiée en proue à un seul logement, mais justement diviser la pointe de la parcelle en 2 appartements à l'axe du plan, afin d'assurer une double orientation pour chacun. 2 appartements qui se répartissent la situation privilégiée en proue d'îlot et un 3e à l'arrière qui lui traversant est-ouest. Et c'est ce dispositif-là, ce redécoupage, qui en fait a entraîné aussi une disposition intérieure spécifique à travers la mise en place de loggias qui permettent de circuler le long de la façade tout en éclairant au second jour les salles de bain. Dans le cas de notre projet, ces recherches ont abouti à l'affirmation de 2 dispositifs majeurs, qui sont d'une part le dessin d'une grande fenêtre en bois, volontairement de grande taille pour profiter pleinement de la luminosité des vues, propre au site. Les menuiseries sont dupliquées selon une trame régulière en façade, sans différenciation entre les différents espaces intérieurs. La salle de bain dont je parlais plus tôt, en second jour, permet justement de réguler les contraintes d'intimité propres à cet espace et d'assurer un vitrage clair pour toutes les fenêtres sur rue. Cette grande fenêtre en bois donc, et parallèlement aux ouvertures, le dessin de larges portiques en béton gris clair, coulé sur place, qui nous permettent d'obtenir une matérialité proche des constructions voisines. On a ici une attention très particulière justement donc à la teinte du béton, à son bullage, à son mode opératoire, coulé sur place et non préfabriqué justement. Et c'est cette trame répétitive de portiques et de larges fenêtres qui dessine une construction relativement légère, aux matériaux pérennes, où la nature justement des pièces intérieures ne sont pas révélées en façade. Et c'est peut-être à ce niveau-là où ce dispositif laisse libre recours à une évolution des usages au sein du logement.